Elle ouvrit le hangar oublié et entendit le rire moqueur. « Ça, c'est de la ferraille, ma petite. Même 3 mécaniciens n'ont pas réussi à la réparer. » Recouvert de poussière, le camion forestier était à l'arrêt depuis des années, et personne ne croyait qu'une jeune mécanicienne oserait même y toucher. Quand elle souleva le capot et remarqua un détail étrange que tous avaient ignoré, l'atmosphère changea. Si j'ai raison, ce n'était jamais un défaut courant. Ce qu'elle découvrit là fit ravaler leur orgueil à bien des gens, et presque personne n'y était préparé. Écoutez, laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée du côté de Pontarlier, dans la région rurale de Franche-Comté, une de ces régions où l'odeur du bois coupé fait partie de l'air que l'on respire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui avait à peine 19 ans, mais qui s'y connaissait en moteur, plus que bien des hommes mûrs avec des diplômes accrochés au mur. Son nom était Clara Dubois. Clara avec un C comme compétence. Vous voyez le genre ? Une jeune femme aux cheveux blonds, un peu ondulés, toujours un peu en bataille, s'échappant sans cesse de la queue de cheval mal faite qu'elle attachait n'importe comment avant de se glisser sous un châssis. Ses vêtements racontaient l'histoire d'une personne qui travaillait dur. Un t-shirt rose qui avait connu des jours meilleurs, délavé qu'à force d'être lavé avec du savon ordinaire, et un pantalon rouge usé qu'elle portait depuis ses 15 ans. Ce n'était pas qu'elle manquait d'argent pour de nouveaux vêtements, c'était que ces pièces avaient accompagné chacune de ses victoires, chaque moteur qu'elle avait réussi à faire rugir de nouveau, chaque impossible qu'elle avait transformé en un « Voilà, ça marche !» L'atelier qu'elle avait hérité de son père se trouvait sur un terrain de terre battu, sur la route qui menait au Pinède du Haut-Jura. C'était une construction simple, avec des murs en briques apparentes et un toit en tôle qui faisait un vacarme infernal quand il pleuvait. Mais à l'intérieur de cet espace modeste, Clara avait grandi, littéralement, au milieu des pièces, des outils et des moteurs démontés. Son père, paix à son âme, était de ces mécaniciens à l'ancienne, de ceux qui apprenaient par la pratique et l'observation. Il n'avait jamais suivi de cours, jamais eu de diplôme, mais il connaissait chaque soupir d'un moteur diesel comme on connaît la respiration d'un enfant, et c'est ainsi que Clara apprit. Toute petite, elle restait assise sur un petit banc en bois, observant son père travailler. Il expliquait chaque chose. « Regarde ici, ma fille. Ce bruit de cognement dans le moteur signifie que les pistons tapent sur la culasse. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de jeu là où il ne devrait pas y en avoir. » Et elle absorbait tout cela comme une éponge. À 12 ans, elle savait déjà changer l'huile seule. À 15 ans, elle diagnostiquait déjà les problèmes d'injection électronique. Et quand son père s'en alla, emportée par une pneumonie fulgurante, elle reprit l'atelier avec une telle aisance que cela étonna tout le monde dans la région. Les gens, au début, doutaient, bien sûr. Comment une fille de cette taille va-t-elle réussir à réparer un camion ? Disait-il dans les conversations au bistrot de Jean-Pierre. Mais Clara ne se souciait pas des ragots. Elle laissait son travail parler pour elle. Et son travail parlait fort, croyez-moi. En quelques mois, son atelier était toujours plein de clients car elle avait un don particulier. Elle n'abandonnait jamais un problème avant d'en comprendre la racine. Elle ne changeait pas les pièces pour les changer, faisant dépenser inutilement l'argent du client. Elle enquêtait, testait, réfléchissait. C'est à cause de cette réputation d'obstinée qu'un jour d'août, alors que le givre recouvrait encore la végétation autour de l'atelier, apparut un homme d'une 60aine d'années, chapeau de paille sur la tête, au volant d'une camionnette Ford F250 bleu délavé. Il descendit lentement, avec l'air de quelqu'un qui porte un lourd souci. « Bonjour, jeune femme. Je suppose que vous êtes Clara. »« C'est bien moi, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» L'homme se présenta comme Antoine Leclerc, propriétaire d'une scierie qu'il avait achetée quelques mois auparavant sur le chemin vicinal près du Haut-Jura. Il avait un problème qui le privait de sommeil et qu'il avait déjà confié à 3 mécaniciens différents, sans succès. « C'est un Mercedes-Benz », commença-t-il à expliquer, en retirant son chapeau et en tordant le bord entre ses doigts. Un L620 de ceux de la fin des années 90, un camion forestier, vous voyez ? Une merveille.
C'était la fierté de M. Bernard. Clara connaissait le nom. Bernard Leroy avait été un mécanicien autodidacte, très respecté dans la région, spécialiste des adaptations et réparations de machines lourdes. Il était mort d'une crise cardiaque subite il y a environ 7 ans, et depuis, beaucoup disaient que c'était une perte énorme pour la communauté. « Le camion appartenait à M. Bernard ?» demanda Clara, déjà intéressée. « Oui, il l'utilisait pour transporter du bois de reboisement. Il connaissait chaque sentier, chaque bourbier de cette région comme personne. Quand j'ai acheté la série, le Mercedes était là, à l'arrêt dans un hangar. J'ai pensé, je vais réactiver ce truc et remettre le camion au travail. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. » Antoine expliqua qu'il avait déjà fait venir 3 mécaniciens différents pour essayer de faire fonctionner le camion correctement. Et tous rapportaient la même chose étrange. Le moteur démarrait normalement, le camion roulait bien sur terrain plat, mais au moment d'affronter une montée chargée ou d'essayer de sortir d'un terrain boueux, la transmission patinait tout simplement. C'était comme s'il n'y avait aucune force, même avec le moteur rugissant à haut régime. C'est la chose la plus bizarre que vous puissiez imaginer, jeune femme. Le moteur hurle, il est à haut régime, mais les roues patinent sans avancer. Les mécaniciens ont tous dit que la transmission était morte, qu'il fallait changer toute la boîte. Mais je ne crois pas à ça, moi. Bernard prenait soin de ce camion, comme de la prunelle de ses yeux. Ça n'a pas de sens que la transmission soit HS. Clara resta pensive. Ce genre de symptômes était vraiment étrange. Normalement, quand une transmission est usée, elle n'engage pas les vitesses correctement, ou fait du bruit ou fuit de l'huile, mais patiner uniquement en situation d'effort, en maintenant le moteur à haut régime, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Le camion est-il toujours garé? Oui, il est là, dans le même hangar depuis des années, recouvert de poussière et de sciure, mais il est là. Alors, laissez-moi aller jeter un coup d'œil. Je ne promets rien. Mais si votre ami Bernard a travaillé sur ce camion, il a peut-être fait quelque chose que les autres mécaniciens n'ont pas remarqué. Antoine esquissa un sourire de soulagement. C'est exactement ce que j'ai pensé. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Les gens disent que vous n'abandonnez pas facilement un problème. Le lendemain, tôt le matin, Clara plaça sa boîte à outils dans la benne de sa vieille Chevrolet S10 qu'elle utilisait pour le travail et suivit la F250 d'Antoine sur la route de terre battue qui menait à la scierie désaffectée. La matinée était glaciale, typique d'août dans cette région. La buée s'échappait de sa bouche en petits nuages blancs et le givre recouvrait les clôtures de barbelés autour des pinèdes. La scierie se trouvait à environ 15 kilomètres à l'intérieur des bois, dans une région où les arbres de reboisement formaient des couloirs vert foncé de chaque côté de la route. L'endroit avait cette odeur caractéristique de bois coupé, mélangé à la terre humide. Quand ils arrivèrent, Clara vit que la scierie elle-même était un ensemble de grands hangars, avec une structure en bois et un toit en tôle, certains encore avec des piles de planches couvertes par une bâche en plastique noir. Antoine se gara devant le plus grand des hangars et fit signe à Clara. « C'est là-dedans, je vais ouvrir le portail. » Il déverrouilla le cadenas rouillé et tira les 2 lourdes portes en bois. Quand la lumière du matin pénétra dans le hangar, Clara vit le Mercedes-Benz L1620 pour la première fois. Et quelle vision, mes amis! Le camion était complètement recouvert d'une épaisse couche de sciure pétrifiée, de poussière de bois accumulée, de toiles d'araignée qui ressemblaient à des voiles suspendues entre le capot et le pare-brise. C'était comme si le temps s'était figé à l'intérieur. Les roues étaient enterrées dans la sciure meuble qui recouvrait le sol du hangar. La peinture d'origine, qui devait être rouge cerise, n'apparaissait plus qu'en taches entre la saleté. « Mon Dieu !» murmura Clara, marchant lentement autour du camion. « Ça fait combien de temps que ce camion est à l'arrêt déjà? Depuis que Bernard est décédé ?» Clara passa la main sur le côté de la benne. La structure métallique était ferme, sans rouille profonde. C'était bon signe. Elle alla à l'avant et essaya d'ouvrir le capot. Les charnières étaient bloquées par la rouille superficielle.
Antoine apporta un bidon de gazole et elle en appliqua sur les articulations. Elle attendit quelques minutes en tapotant légèrement avec un maillet en caoutchouc. À la troisième tentative, le capot céda avec un grand grincement qui résonna dans le hangar. Et quand elle vit le moteur OM 366 à l'intérieur, elle sentit ce frisson d'excitation que tout mécanicien ressent quand il découvre quelque chose de spécial. Le moteur était étonnamment bien conservé. La structure fermée du compartiment l'avait protégé de l'humidité la plus sévère. L'huile avait encore une coloration ambrée foncée. Les filtres semblaient relativement neufs. Les durites ne présentaient pas de fissures critiques. « Tiens donc », dit-elle à voix basse, presque pour elle-même. « Bernard a bien pris soin de ce moteur jusqu'à la fin. » Clara passa presque 1 heure à examiner le compartiment moteur, vérifiant chaque connexion, chaque collier, chaque point de fixation. Tout était en ordre. Puis elle se dirigea vers la cabine, ouvrit la porte du conducteur qui gémit sur ses gonds et s'assit sur le siège couvert de poussière. Elle regarda le tableau de bord, le volant, les leviers, et c'est là qu'elle fronça les sourcils. Le levier de vitesse avait quelque chose d'étrange. Là où il devait y avoir 6 positions de marche plus la marche arrière, il y avait une 7e position marquée artisanalement avec de la peinture blanche déjà délavée par le temps, une lettre R majuscule peinte à la main. « Monsieur Antoine », appela-t-elle par la fenêtre, « vous savez ce qu'est cette position supplémentaire ici, sur le levier de vitesse ?» Antoine s'approcha et regarda. Aucune idée. Les autres mécaniciens ont aussi trouvé ça bizarre, mais aucun d'eux n'a su dire ce que c'était. Clara descendit de la cabine et se glissa directement sous le camion, rampant sur le sol couvert de sciure. Antoine apporta une grande lampe torche et éclaira par en dessous pendant qu'elle examinait la partie inférieure. Et là, entre la boîte de vitesse d'origine et le différentiel arrière, Clara trouva quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Il y avait un composant supplémentaire, un carter métallique clairement soudé de manière artisanale, connectant la sortie de la transmission à l'entrée du différentiel. Ce n'était pas une pièce d'usine, pas un kit commercial, c'était quelque chose de complètement personnalisé, fait à la main par quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup, mais beaucoup, en mécanique. « Antoine !» cria-t-elle dessous le camion, sa voix résonnant dans le métal. « Apportez plus de lumière ici, j'ai trouvé le secret. » Antoine s'agenouilla avec difficulté, appuyant ses mains sur ses genoux, essayant de voir sous le camion où Clara était complètement allongée sur la sciure sale. La lampe torche éclairait le châssis par le bas, créant des ombres qui dansaient sur les murs du hangar. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il anxieux. Clara sortit en rampant, s'assit par terre et essuya la sciure collée à son t-shirt rose. Ses yeux brillaient de cette façon que seuls ceux qui aiment ce qu'ils font peuvent comprendre. Elle prit un morceau de carton qui traînait dans un coin du hangar et commença à dessiner avec un morceau de charbon qu'elle avait trouvé parmi les vieux outils. « Regardez ici, monsieur Antoine, sur un camion normal, la transmission envoie la puissance directement au différentiel qui la distribue aux essieux et fait tourner les roues. C'est ça ? C'est ça. Mais sur ce Mercedes ici, Bernard a installé quelque chose en plein milieu. Regardez ce dessin. » Elle désigna le schéma sommaire, mais efficace qu'elle avait griffonné. Entre la sortie de la transmission et l'entrée du différentiel, il y a une boîte supplémentaire, une réduction additionnelle. Antoine se gratta la tête sous son chapeau. Une réduction, comme les vitesses réduites des tracteurs ? Exactement. Mais ce n'est pas une réduction d'usine, c'est une ingénierie complètement artisanale. Bernard a monté ça de ses propres mains en utilisant des pièces adaptées d'autres machines. Elle retourna sous le camion, demandant cette fois à Antoine de tenir la lampe torche à un angle précis. Elle passa ses doigts sur le carter métallique soudé, sentant les marques des soudures, la texture du métal travaillé. Ce n'était pas le travail d'un amateur, non. Les soudures étaient propres, bien pénétrées, faites par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Ce carter ici
expliqua-t-elle en l'examinant. On dirait qu'il a été pris sur un vieux tracteur agricole. Vous voyez ces marques? Ce numéro ici est un peu effacé, mais on peut voir que c'est un vieux John Deere, des années 70, je dirais. Antoine s'accroupit de nouveau, impressionné. Bernard avait un vieux John Deere qu'il utilisait pour tirer des billes de bois quand le terrain était vraiment mauvais. Il a dû prendre les pièces là-dedans. Clara poursuivit son inspection. À l'intérieur de ce carter personnalisé, il y avait un ensemble d'engrenages planétaires. Elle pouvait les voir par les orifices d'inspection qui avaient encore les vis d'origine. Le système était connecté par un arbre de transmission modifié. Elle reconnut que la partie centrale était d'origine Mercedes, mais les extrémités avaient été usinées et adaptées avec de nouvelles brides pour accepter les connexions non standards. « C'est un travail de maître, monsieur Antoine », dit-elle avec une admiration sincère dans la voix. Bernard n'était pas seulement un bon mécanicien, c'était un véritable ingénieur autodidacte. Regardez la logique. Il avait besoin de plus de couple aux roues pour monter les côtes chargées de billes, mais il ne pouvait pas changer toute la transmission du camion. Alors il a créé une solution intermédiaire. Elle désigna vers le haut, où un câble d'acier sortait du carter personnalisé et montait le long du châssis jusqu'à pénétrer dans la cabine. Et ce câble ici contrôle l'engagement. Il a installé un système qui permet d'engager ou de désengager cette réduction supplémentaire directement depuis la cabine. C'est pour ça qu'il y a cette 7e position sur le levier de vitesse. Ce R que nous avons vu n'est pas pour la marche arrière, c'est pour la réduction. Antoine laissa échapper un léger sifflement. « Mon Dieu !» Et les autres mécaniciens n'ont pas remarqué ça. Ils n'ont pas remarqué parce qu'ils n'ont pas cherché, expliqua Clara, sortant de sous le camion et s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. Ils ont vu que le camion n'avait pas de force dans les montées. Ils en ont conclu que la transmission était usée. Et c'est tout. Personne ne s'est donné la peine de chercher s'il y avait une modification. Et attention, je ne critique pas. Vous savez, c'est juste que parfois, on est tellement habitué aux standards d'usine qu'on oublie qu'il existe des mécaniciens comme Bernard qui inventent leurs propres solutions. Elle retourna dans la cabine et essaya de bouger le levier de vitesse, forçant vers la position de la 7e vitesse. Le levier bougea un peu, mais se bloqua. Clara fronça les sourcils et demanda à Antoine de tirer le câble d'acier qu'elle allait lui indiquer sous le camion. Quand elle se glissa de nouveau sous le châssis et localisa le câble, elle vit le problème immédiatement. Le câble était corrodé à plusieurs endroits, principalement là où il passait près de l'échappement. La chaleur répétée du moteur, au fil des ans, avait desséché le revêtement plastique qui protégeait l'acier interne, et l'humidité avait fait le reste du travail. Le câble était partiellement rompu et complètement bloqué en position désengagée. « Voilà le problème !» cria-t-elle. Le câble qui actionne la réduction est tout corrodé. Il est bloqué en position désactivée. C'est pour ça que même si quelqu'un essayait d'utiliser cette 7e vitesse, ça ne marcherait pas. Le système ne s'enclenche pas. Elle sortit de sous le camion, le visage maculé de vieille graisse mélangée à de la sciure. Elle expliqua à Antoine qu'il allait falloir démonter complètement le système pour comprendre exactement comment il fonctionnait avant d'essayer de le réparer. Il ne servait à rien de simplement changer le câble sans connaître la séquence correcte de montage des engrenages internes. « Combien de temps cela va-t-il prendre ?» demanda Antoine, inquiet. « Ça dépend de l'état des pièces à l'intérieur. Ça peut être 1 semaine, ça peut être 3, mais je vais découvrir comment ce système fonctionne. Soyez-en sûrs. » Les jours suivants, Clara s'installa pratiquement dans le hangar de la scierie. Antoine lui arrangea une rallonge électrique pour qu'elle puisse utiliser les outils électriques et installa 2 puissantes lampes halogènes pour éclairer la zone de travail. Elle commença le processus méticuleux de démontage. D'abord, elle déconnecta l'arbre de transmission aux 2 extrémités, marquant soigneusement la position angulaire de chaque composant pour garantir un équilibrage correct lors du remontage. Puis, elle commença à desserrer les boulons qui fixaient le carter personnalisé au châssis. C'étaient des boulons lourds de 19 mm, beaucoup d'entre eux avec des filets rouillés en surface. Elle appliqua du dégrippant,
attendit, tapota légèrement avec un marteau, appliqua plus de dégrippant. Un travail de patience. Quand elle réussit enfin à retirer le carter complet, elle le transporta sur un établi improvisé qu'Antoine avait monté avec des tréteaux et des planches. Là, sous la lumière intense des halogènes, Clara commença à ouvrir le carter comme un chirurgien ouvrant un patient délicat. Les engrenages internes étaient recouverts d'une épaisse graisse, d'une couleur brun foncé, presque orangée. Clara reconnut le type. C'était de la graisse au graphite haute température, du type utilisé dans les paliers de machines lourdes. Bernard avait appliqué cette protection avant la dernière fois qu'il avait utilisé le camion, et cela avait parfaitement préservé les engrenages. Elle nettoya chaque engrenage avec du kérosène, utilisant une brosse à poils doux pour ne pas rayer les dents. Au fur et à mesure qu'elle nettoyait, elle photographiait chaque composant avec son téléphone portable, notant la position, les entretoises, les rondelles de pression. Elle ne pouvait rien se permettre d'erreur lors du remontage. L'ensemble était plus ingénieux qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait 3 engrenages planétaires principaux, un central et 2 satellites, montés dans un arrangement qui multipliait le couple par un facteur d'environ 3-5 fois. Les engrenages portaient des marques d'identification que Clara reconnut comme provenant d'un John Deere modèle 4020, un tracteur populaire dans les années 70, mais l'arbre central qui connectait le tout avait été complètement usiné à la main. Elle voyait les marques du tour, voyait où Bernard avait fait les entailles pour loger les roulements. « Mon Dieu, quel travail !» murmura-t-elle pour elle-même. Cet homme était un artiste. Les roulements qui soutenaient les arbres étaient usés, pas complètement détruits, mais déjà avec un jeu perceptible. Clara mesura les diamètres internes et externes de chaque roulement, nota les numéros et appela un fournisseur spécialisé en pièces agricoles à Besançon. Elle expliqua ce dont elle avait besoin. Et l'employé, un monsieur appelé Robert Martin, qui travaillait avec des tracteurs depuis 40 ans, reconnut immédiatement les spécifications. « Ce sont des roulements de vieux John Deere, mademoiselle. Ils fabriquent encore l'équivalent, mais ça prendra environ 4 jours pour arriver. » « Pas de problème. En attendant, je vais fabriquer les autres composants que je dois changer. » Et c'est ce qu'elle fit. De retour à son atelier à Pontarlier, Clara passa 2 jours à fabriquer un nouveau câble d'acier entièrement personnalisé. Elle acheta du câble d'acier inoxydable de 6 mm de diamètre, du type qui ne rouille pas facilement, et fit les terminaisons avec des serre-câbles appropriés, protégeant chaque extrémité avec des gaines thermorétractables. Elle fabriqua également de nouveaux supports pour le câble en utilisant de la tôle d'acier au carbone SAE 1020. Elle coupa elle-même à la cisaille, plia à la presse plieuse et perça aux points exacts en utilisant la perceuse à colonne. Pour remplacer les bagues en caoutchouc qui isolaient les vibrations entre le carter personnalisé et le châssis, Clara dut improviser. Les bagues d'origine étaient complètement desséchées, ressemblant à du plastique dur. Elle alla dans un magasin de pièces automobiles et trouva des bagues de suspension de Volkswagen Constellation qui avaient le bon diamètre interne. Elle en acheta 4, usina les trous externes pour qu'elles s'emboîtent parfaitement dans les supports et testa la dureté. Parfait. Quand les roulements arrivèrent de Besançon, elle retourna au hangar de la scierie avec tout ce dont elle avait besoin. Antoine était toujours là, apportant du café, observant le travail, émerveillé par le dévouement de cette jeune femme qui n'avait même pas 20 ans, mais travaillait avec la précision d'un horloger suisse. Le remontage fut encore plus méticuleux que le démontage. Chaque engrenage devait être installé dans la séquence exacte, avec les entretoises correctes pour maintenir un alignement parfait. Une erreur de 5 mm dans l'alignement et tout le système vibrerait, ferait du bruit, s'userait prématurément. Clara installa d'abord l'engrenage central, pressant les nouveaux roulements sur l'arbre à l'aide d'une presse hydraulique portable qu'elle avait apportée. Ensuite, elle installa les engrenages satellites, vérifiant avec un comparateur que le battement radial était dans les tolérances acceptables. Elle appliqua de la nouvelle graisse, la même graisse au graphite que Bernard avait utilisée, couvrant généreusement chaque dent, chaque roulement,
chaque surface de contact. Elle referma le carter, serra les boulons en suivant un modèle en croix pour garantir un serrage uniforme, appliquant le couple correct qu'elle avait calculé en fonction du diamètre et de la classe des boulons. Elle réinstalla l'ensemble sur le châssis, connecta l'arbre de transmission aux positions marquées, achemina le nouveau câble d'acier, suivant le chemin d'origine, mais améliorant certains points où le câble était trop proche des sources de chaleur. À l'intérieur de la cabine, elle démonta une partie du plancher pour accéder au point où le câble se connectait au mécanisme du levier de vitesse. Le système était simple, mais efficace. Lorsque le conducteur tirait le levier vers la position R, une came poussait une fourchette qui tirait le câble, et ce mouvement actionnait une fourchette similaire là-bas dans le carter de réduction, faisant engager les engrenages planétaires. Elle lubrifia tout le mécanisme d'actionnement, ajusta la tension du nouveau câble jusqu'à ce qu'il soit au point exact, ni trop lâche pour ne pas actionner, ni trop serré pour être difficile à bouger. Elle testa le mouvement du levier des dizaines de fois, sentant quand le système s'engageait, entendant le clic métallique en dessous quand les engrenages se mettaient en position. Après 3 semaines de travail intense, un après-midi de septembre, alors que le soleil avait enfin chassé le froid de l'hiver, Clara s'assit dans la cabine du Mercedes-Benz et tourna la clé de contact pour la première fois. Le moteur OM366 gémit à la première tentative, gémit de nouveau à la seconde. À la 3e tentative, après qu'elle eut pompé l'accélérateur quelques fois pour remplir les cylindres de gazole, le moteur toussa, cracha une fumée noire par l'échappement et finalement démarra avec un profond rugissement qui résonna dans le hangar et fit s'envoler les oiseaux des arbres environnants. Antoine, qui regardait de l'extérieur les mains jointes dans une prière silencieuse, afficha un grand sourire. Clara laissa le moteur chauffer, observant les aiguilles du tableau de bord prendre vie. La température montait doucement, la pression d'huile se stabilisait, tout fonctionnait comme il se doit. Elle appuya sur l'embrayage, testa les 6 vitesses d'origine, tout s'engageait en douceur. « Maintenant vient l'heure de vérité », murmura-t-elle. Elle engagea la première vitesse, relâcha l'embrayage lentement, et le camion commença à avancer, sortant du hangar pour la première fois en 7 ans. La lumière du soleil frappa le pare-brise poussiéreux. Clara guida le Mercedes jusqu'à une zone ouverte à côté des hangars. « Monsieur Antoine !» cria-t-elle par la fenêtre. « Pouvez-vous mettre quelques billes de bois dans la benne? Il faut le charger pour tester la réduction pour de vrai. » Antoine ne perdit pas de temps. Il appela sur le téléphone portable 2 employés qu'il avait encore sur la propriété, Monsieur Michel Durand et son neveu, un jeune homme fort appelé Thierry Moreau, et leur demanda d'apporter le petit tracteur qu'ils utilisaient pour déplacer des charges. En moins d'une demi-heure, les 2 arrivèrent avec un vieux Massey Ferguson rouge tirant une remorque en bois chargée de billes de pain fraîchement coupées. « Combien de billes voulez-vous dans la benne ?» demanda Michel, en retirant son bonnet de laine et en essuyant la sueur de son front. Clara fit ses calculs mentalement. Le L620 avait une capacité d'environ 12 tonnes, mais elle ne voulait pas exagérer lors du premier test après 7 ans d'arrêt. Mettons environ 5 tonnes, 6 ou 7 grosses billes. Thierry monta sur la remorque et commença à pousser les billes vers le bord pendant que Michel positionnait le tracteur avec la pince hydraulique. Une par une, les billes furent déposées dans la benne du Mercedes, avec ce bruit sourd de bois lourd frappant le métal. Clara sentait le camion s'asseoir sur les suspensions arrière à mesure que le poids augmentait. Quand ils eurent fini, l'arrière du Mercedes avait baissé d'une bonne 15aine de centimètres. « C'est bon comme ça ?» demanda Antoine. « C'est parfait. » Clara fit le tour du camion, vérifiant les pneus, tapotant du bout des doigts sur la carrosserie, comme si elle saluait un vieil ami. « Maintenant, dites-moi une chose, monsieur Antoine. Où se trouve la côte dont vous parliez? Celle que les autres mécaniciens ont essayé de monter et que le camion n'a pas réussi à vaincre ?» Antoine désigna un chemin de terre qui partait de l'arrière de la propriété et montait vers une colline couverte de pins. « C'est juste là, une côte d'environ 200 mètres avec une bonne inclinaison. Quand il pleut, la terre rouge devient comme du savon,
C'est là que les 3 mécaniciens ont essayé et que le camion a patiné sans bouger. Parfait. C'est exactement là que nous allons tester. Clara monta dans la cabine, ajusta le siège pour bien atteindre les pédales. Elle était petite, elle devait toujours ajuster, et redémarra le moteur. L'OM 366 répondit avec ce rugissement caractéristique des diesels Mercedes. Un son grave et puissant qui faisait vibrer la poitrine de ceux qui se trouvaient à proximité. Elle engagea la première vitesse, relâcha l'embrayage avec prudence et le camion commença à bouger. D'abord, elle fit un test de base, roulant sur le terrain plat autour des hangars. Le Mercedes avançait en douceur, la direction répondait bien. Les freins qu'elle avait révisés et purgés pendant les 3 semaines de travail mordaient fermement quand elle appuyait. Tout était en ordre. Antoine, Michel et Thierry suivaient à pied, en gardant une distance de sécurité. Elle fit un signe par la fenêtre et désigna le chemin qui menait à la côte. Les 3 hommes comprirent et restèrent là, appuyés sur le tracteur, pendant que Clara conduisait le Mercedes chargé vers le test décisif. Le chemin de terre avait cette couleur rouge caractéristique du sol de Franche-Comté. Il avait plu 2 jours auparavant et, bien que la surface soit déjà sèche, on pouvait voir qu'il y avait encore de l'humidité juste en dessous, le type de terrain qui devient traître, qui semble ferme, mais qui glisse quand on force. Clara arrêta le camion au début de la côte et descendit de la cabine. Elle regarda vers le haut, calculant l'inclinaison, environ 20, peut-être 25 degrés sur la partie la plus raide, avec 5 tonnes dans la benne. Ça allait être un vrai test. Si la réduction de Bernard fonctionnait, le camion monterait. Si elle ne fonctionnait pas, eh bien, au moins, elle découvrirait qu'elle avait encore du travail devant elle. Elle retourna dans la cabine, inspira profondément et commença le test de la manière dont elle imaginait que les autres mécaniciens l'avaient fait, sans utiliser la réduction personnalisée. Elle engagea la seconde vitesse, accéléra et attaqua la côte. Le Mercedes démarra bien, le moteur hurlait, les roues tournaient, le camion prenait de la vitesse. Mais vers le milieu de la côte, là où l'inclinaison devenait plus prononcée et la terre plus meuble, elle sentit ce qu'Antoine avait décrit. Le moteur continuait à haut régime. Le bruit était assourdissant, mais les roues commencèrent à patiner. Le camion perdit de son élan, commença à glisser en arrière. Clara appuya rapidement sur l'embrayage, freina et laissa le camion s'arrêter complètement au milieu de la côte, mit au point mort, tira le frein à main. Là était le problème que les autres mécaniciens avaient rencontré. Sur terrain plat, le camion avançait normalement, mais en montée, avec une charge et sur un terrain meuble, la transmission normale ne suffisait pas. « Maintenant, oui », murmura-t-elle en posant la main sur le levier de vitesse. « Voyons si le travail de M. Bernard était aussi bon que je l'imagine. » Elle tira le levier vers l'arrière, sentant l'enclenchement. Le levier se bloqua dans la 7e position avec un clic métallique satisfaisant. En dessous, dans l'ensemble personnalisé qu'elle avait restauré, les engrenages planétaires s'engagèrent. Elle ne pouvait pas voir, mais elle pouvait imaginer. Les fourchettes bougeant, les dents des engrenages s'emboîtant, le couple étant multiplié par ce système ingénieux que Bernard avait créé de ses propres mains. Elle relâcha le frein à main, appuya sur l'embrayage, engagea la première vitesse normale, mais maintenant avec la réduction additionnelle activée, ce qui, en pratique, transformait cela en une vitesse encore plus réduite, une super première. Et puis elle relâcha l'embrayage doucement, donnant une accélération progressive. Ce qui se passa ensuite fut simplement magnifique à voir. Le Mercedes ne démarra pas comme une fusée, non. Il commença à se déplacer lentement, très lentement, mais avec une force brutale aux roues. Clara sentait la différence au volant, dans la façon dont le camion s'accrochait au terrain. Les roues tournaient lentement, mais avec un couple irrésistible, creusant la boue, trouvant de l'adhérence, tirant ses 5 tonnes de bois en haut de la pente, comme si elle ne pesait rien. Le moteur n'avait plus besoin de hurler. Il travaillait à un régime modéré, confortable, le gazole brûlant efficacement, tandis que la réduction multipliait chaque goutte de force disponible. Le bruit
était maintenant différent. Au lieu du cri désespéré d'un moteur à haut régime, c'était le rugissement grave et constant d'une machine travaillante au point idéal. Les roues arrière mordaient la terre rouge, projetaient de la boue sur les côtés, mais ne patinaient pas. Le camion montait mètre après mètre, constant et implacable. Clara tenait le volant fermement, sentant chaque irrégularité du terrain être vaincue, chaque pierre étant écrasée sous le poids des roues. En bas, Antoine avait lâché le tracteur et couru aussi loin qu'il pouvait voir la montée. Quand il vit le Mercedes vaincre la partie raide et atteindre le sommet, il retira son chapeau et le lança en l'air, criant de joie, comme pour un but en finale de Coupe du Monde. Clara s'arrêta au sommet de la colline, coupa le moteur et resta assise un instant, simplement à respirer et à sourire. Ses mains tremblaient un petit peu, non pas de peur, mais d'une excitation pure. Elle avait réussi, elle avait déchiffré le système d'un génie autodidacte, elle avait restauré une ingénierie unique et avait maintenant la preuve que tout fonctionnait parfaitement. Elle descendit de la cabine et regarda en arrière vers la montée que le Mercedes avait vaincue. Les traces des roues dans la boue racontaient l'histoire. Des marques profondes et continues, sans les signes de patinage qui indiqueraient un glissement. C'était la marque du couple appliquée de manière contrôlée, de la force transformée en mouvement utile. Antoine arriva essoufflé au sommet de la colline, environ 5 minutes plus tard, courant malgré son âge. « Vous avez réussi, mon Dieu, vous avez réussi !» Clara sourit. « Ce n'est pas moi qui ai réussi, monsieur Antoine. C'est Bernard, c'est lui qui a inventé ce système. J'ai juste découvert ce qu'il avait fait et je l'ai remis en marche. Mais les autres mécaniciens n'ont pas découvert ça, seulement vous. Parce qu'ils n'ont pas cherché. Et je ne critique pas, vous savez. C'est juste que parfois, il faut aller au-delà de l'évidence. Il faut se souvenir qu'il existe des mécaniciens qui créent des solutions uniques pour des problèmes uniques. » Elle passa la main sur la carrosserie chaude du Mercedes. Ce camion ici a été fait sur mesure pour la région. Bernard connaissait chaque sentier, chaque montée, chaque bourbier. Il savait qu'un camion avec une transmission standard allait souffrir. Alors, il a créé une solution. Il a pris des pièces d'un vieux tracteur, a usiné les arbres, a monté ce système de réduction et a transformé un camion ordinaire en un camion parfait pour le travail lourd sur terrain difficile. Antoine s'essuya les yeux. L'homme était vraiment ému. Bernard a été mon ami pendant 20 ans. Je le voyais travailler sur ses inventions, mais je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait. Je pensais que c'était juste de l'improvisation de quelqu'un qui n'avait pas d'argent pour acheter de nouvelles pièces, mais ce n'était pas ça. Non, monsieur, c'était de l'ingénierie pure, de l'ingénierie sans diplôme, mais de l'ingénierie quand même, et de la bonne. Ils retournèrent au camion. Clara redémarra le moteur, désengagea la réduction personnalisée en tirant simplement le levier vers sa position normale et retourna vers les hangars. Maintenant, sur terrain plat, elle utilisa les vitesses normales. Le camion répondait parfaitement, en douceur, comme n'importe quel Mercedes, bien entretenu. Quand elle se gara de nouveau à côté des hangars, elle appela Antoine dans la cabine. « Asseyez-vous ici. Il faut que je vous explique quelque chose de très important. » Antoine s'installa sur le siège passager pendant que Clara désignait le levier de vitesse. « Regardez ici. Ces 6 positions sont les vitesses normales. Vous les utilisez pour la conduite quotidienne sur terrain plat, sur bonne route, tout est normal. » Elle désigna la 7e position. Mais celle-ci, marquée d'un R, c'est la réduction de Bernard. Vous ne l'utiliserez que dans des situations spécifiques, lorsque vous serez chargé et que vous devrez affronter une montée raide, ou lorsque vous devrez sortir d'un bourbier, ou lorsque le terrain sera très mauvais. Dans ces cas-là, vous arrêtez le camion, engagez cette position et utilisez la première ou la 2e vitesse normale. Vous avez compris. Antoine hocha la tête, concentré. J'ai compris, c'est donc une sorte de super réduction pour les situations extrêmes. Exactement. Et une autre chose importante, n'essayez jamais d'engager ou de désengager cette réduction avec le camion en marche. Arrêtez-vous toujours. Attendez qu'il soit complètement immobile. Puis, vous actionnez le levier.
Si vous essayez de le faire en roulant, vous risquez d'endommager les engrenages à l'intérieur. D'accord, d'accord. Et comment je sais si c'est engagé ou désengagé? Par la résistance du levier. Quand il est engagé, vous sentez qu'il est bloqué dans cette position. Quand il est désengagé, il est lâche et revient à la position normale des 6 vitesses. Clara passa le reste de l'après-midi à expliquer et à documenter tout. Elle prit des dizaines de photos du système complet, des photos sous le camion, montrant le carter personnalisé, des photos de la connexion du câble d'acier, des photos du levier dans la cabine. Elle dessina des schémas techniques détaillés sur des feuilles de papier que Antoine apporta du bureau de la scierie, montrant comment chaque composant se connectait. Utilisant un carnet à couverture rigide qu'elle trouva dans un des hangars, elle écrivit à la main un manuel d'utilisation complet. Elle expliqua quand utiliser la réduction, comment l'engager, comment la désengager, quels signes indiquaient des problèmes, à quelle fréquence lubrifier les points critiques. Elle y inclut les dessins, colla des copies des photos les plus importantes. C'était le manuel que Bernard n'avait jamais eu le temps de faire avant de mourir. Sur la dernière page du manuel, elle écrivit une note personnelle. Ce système a été créé par Bernard Leroy, mécanicien de Pontarlier, Franche-Comté. C'est une œuvre d'ingénierie unique, faite avec intelligence, dévouement et amour du métier. Prenez-en bien soin, et si vous avez besoin d'entretien à l'avenir, cherchez quelqu'un qui aura la patience d'étudier son fonctionnement avant d'intervenir. Clara Dubois, septembre 2024. Quand elle remit le carnet à Antoine, il le tint des 2 mains comme s'il s'agissait d'un trésor. Et c'en était un, d'une certaine manière. C'était la mémoire technique d'un ami perdu, enfin documenté pour que d'autres puissent comprendre et préserver. « Combien je vous dois, Clara ?» demanda Antoine, la voix étranglée. Elle fit les comptes des matériaux, des pièces, des heures travaillées et lui donna un prix juste. Antoine paya sans discuter et insista même pour donner un supplément. « Ce n'est pas juste une réparation. Vous avez ramené un morceau de Bernard. Cela n'a pas de prix. » L'histoire du Mercedes-Benz, qui avait recommencé à fonctionner après 7 ans d'arrêt, se répandit dans la région avec cette vitesse que seule la bonne nouvelle a à la campagne. D'abord, ce fut Michel qui raconta à ses amis au magasin de Jean-Pierre. Puis ce fut Jean-Pierre lui-même qui en parla aux clients qui s'arrêtaient pour prendre un café. En une semaine, tout le monde, entre Pontarlier et le Haut-Jura, savait que cette jeune femme blonde de l'atelier avait découvert un système secret que ce cher Bernard avait inventé. Mais ce qui fit vraiment prendre de l'ampleur à l'histoire, ce fut ce qui se passa le samedi suivant, lorsqu'Antoine emmena le Mercedes restauré pour son premier vrai travail, transporter une charge de billes d'eucalyptus de la zone de coupe à la scierie. Il invita quelques connaissances à venir assister, non par exhibition, mais parce qu'il voulait montrer que le camion de son ami décédé était de nouveau vivant. Il y avait une quinzaine de personnes autour, lorsque le Mercedes, chargé à la limite avec du bois vert lourd, attaqua la montée la plus raide de la propriété. Antoine s'arrêta au milieu de la montée, engagea la réduction de Bernard, et le camion monta avec cette force tranquille et constante qui laissait bouche bée quiconque s'y connaissait en mécanique. Parmi ceux qui assistaient se trouvait un homme à la barbe grisonnante appelé Raymond Bernard, propriétaire d'une ferme à Dole, qui travaillait dans le reboisement depuis 30 ans. Il possédait une chargeuse sur pneus Caterpillar 950 du début des années 90, qui présentait un problème bizarre depuis plus d'1 an. La machine fonctionnait parfaitement pour charger de la terre, du gravier, tout matériau meuble. Mais quand elle essayait de charger de lourdes billes de bois, le système hydraulique manquait tout simplement de force. C'était comme si la pompe hydraulique perdait de la pression uniquement pour ce type de travail spécifique. 3 techniciens de Caterpillar étaient venus de Lyon, avaient tout vérifié, changé des valves, changé des filtres, et le problème persistait. Raymond était sur le point de se débarrasser de la machine et d'en acheter une nouvelle, mais cela lui faisait mal au portefeuille et au cœur. La 950 avait été achetée neuve par son père dans les années 90, elle avait une valeur sentimentale. Le dimanche matin, il apparut à l'atelier de Clara.
Jeune femme, on m'a dit que vous aviez une façon spéciale de regarder les vieilles machines, que vous n'abandonniez pas tant que vous n'avez pas compris ce qui se passe. Clara était en train de finir la vidange d'un Toyota Hilux, mais elle arrêta ce qu'elle faisait quand Raymond expliqua le problème. Cela sentait le mystère technique du genre qu'elle adorait. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris », dit-elle en s'essuyant les mains sur un chiffon. « La machine fonctionne bien avec des matériaux légers, mais perd de la force avec du bois lourd. Et les techniciens de Caterpillar n'ont rien trouvé d'anormal. Rien. Ils ont dit que la pompe hydraulique était conforme aux spécifications, que la pression était correcte, que tout était normal. Mais ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Sinon vous ne seriez pas ici. » Raymond sourit pour la première fois. « Exactement. » Clara se rendit à la ferme de Raymond un lundi. La Caterpillar 950 était une machine imposante, jaune et noire, avec cette énorme benne qui pouvait charger presque 3,3 m de matériaux. Le moteur diesel Caterpillar 306 de 6 cylindres était impeccable, bien entretenu, avec une maintenance à jour. Elle demanda à Raymond d'opérer la machine pendant qu'elle observait. D'abord, il chargea du gravier, la benne descendait, mordait le matériau, se soulevait en douceur et avec force, tout était parfait. Ensuite, il essaya de charger 3 billes d'eucalyptus, qui étaient empilées là près. Chaque bille pesait facilement environ 2 tonnes. La benne descendit normalement, étreignit les billes, mais quand Raymond actionna les commandes pour les soulever, il se passa exactement ce qu'il avait décrit. La benne commença à monter, mais lentement, en tremblant, comme s'il n'y avait pas assez de pression hydraulique. Le moteur hurlait, mais la benne luttait. Clara fronça les sourcils. C'était vraiment étrange. Elle demanda à Raymond d'arrêter la machine et passa les 2 heures suivantes à examiner tout le système hydraulique. Elle vérifia la pompe, les conduites, les vérins, les soupapes de décharge. Tout semblait être en ordre, exactement comme les techniciens de Caterpillar l'avaient dit. Mais alors elle se souvint de quelque chose que son père lui avait enseigné quand elle était enfant. « Ma fille, quand l'évidence n'explique pas le problème, cherche ce qui n'est pas évident. Parfois la réponse est là où personne ne regarde. » Elle retourna dans la cabine et commença à examiner non pas le système hydraulique lui-même, mais les commandes, les leviers, les pédales, les sélecteurs. Et c'est là qu'elle trouva quelque chose d'intéressant. Il y avait un petit sélecteur, un peu caché à côté du siège de l'opérateur, avec 2 positions marquées simplement comme 1 et 2. Raymond ne savait même pas que cela existait. Quand il avait acheté la machine d'occasion à son père, et personne ne lui avait expliqué à quoi cela servait. Clara lui demanda de refaire le test, mais cette fois avec le sélecteur en position 2. Raymond haussa les épaules. Il ne croyait pas que cela ferait une différence. Mais il fit comme elle lui avait demandé. Et la différence fut spectaculaire. Avec le sélecteur en position 2, lorsque la benne étreignit les mêmes 3 billes et que Raymond actionna la commande de levage, la benne monta avec toute sa force, sans trembler, sans hésiter. Elle souleva ses 6 tonnes de bois comme si elle ne pesait rien. « Mon Dieu !» cria Raymond de la cabine. « Qu'est-ce que c'est ?» Clara sourit. Elle avait déjà vu des systèmes similaires, mais jamais sur une Caterpillar aussi ancienne. C'est un sélecteur de vitesse du système hydraulique. En position 1, le système travaille plus vite, mais avec moins de force. C'est bon pour le travail léger, pour gagner en productivité. En position 2, le système travaille plus lentement, mais avec une force maximale. C'est pour le travail lourd. Mais pourquoi personne ne me l'a expliqué avant? Parce que ce système ici n'est pas d'usine, répondit Clara, commençant à comprendre le tableau complet. C'est une modification personnalisée. Quelqu'un, probablement votre père ou le mécanicien qui s'occupait de la machine, a installé une vanne de dérivation de flux dans le système hydraulique. Elle permet d'alterner entre 2 modes de fonctionnement. Elle passa le reste de la journée à documenter la modification, prenant des photos, dessinant des schémas. Elle découvrit qu'il y avait une vanne supplémentaire installée entre la pompe hydraulique principale et les vérins de levage, contrôlée par ce sélecteur discret.
En position 1, tout le flux allait au vérin, résultant en une vitesse maximale, mais une pression divisée. En position 2, une partie du flux était redirigée à travers un accumulateur de pression qui multipliait la force disponible. C'était génial, et c'était complètement non documenté. Raymond était si reconnaissant qu'il insista pour payer Clara, même si elle disait que c'était juste une question de découvrir ce qui était déjà là. « Vous avez sauvé cette machine, jeune femme. J'allais la vendre pour une misère. Maintenant, je sais qu'elle vaut de l'or. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Dans les semaines suivantes, Clara reçut 3 autres appels similaires. Un tracteur John Deere qui avait un système personnalisé de contrôle de profondeur de lame que personne ne savait plus utiliser, une pelleteuse Case qui avait une modification artisanale sur le système de rotation qui permettait de creuser à des angles impossibles pour la machine d'origine, et un camion Scania qui avait un système de chauffage du gazole inventé par un mécanicien créatif dans les années 80, conçu spécifiquement pour les matins glacials de juillet dans cette région. Chaque cas était un casse-tête. Chaque machine gardait le secret d'un mécanicien créatif qui était mort ou avait pris sa retraite sans transmettre son savoir. Et Clara devint spécialiste pour déchiffrer ces mystères. Elle développa sa propre méthodologie. Premièrement, elle écoutait attentivement la description du problème. Deuxièmement, elle observait la machine fonctionner dans des conditions réelles. Troisièmement, elle cherchait des signes de modification, des soudures non originales, des composants adaptés, des commandes supplémentaires. Quatrièmement, elle testait systématiquement des hypothèses jusqu'à comprendre la logique derrière la modification. C'était un travail de détective, autant que de mécanicienne. Un après-midi, elle était à l'atelier en train d'organiser ses outils lorsqu'elle reçut la visite d'une professeure du lycée professionnel de Pontarlier. La femme s'appelait Madame Hélène Fournier. Elle enseignait la mécanique industrielle et avait entendu parler des découvertes de Clara. « Je suis venue vous faire une invitation », dit Hélène en s'asseyant sur un tabouret à côté de l'établi. Je voulais que vous veniez faire une conférence à mes élèves sur ce travail que vous faites de découvrir et de documenter ces modifications anciennes. Clara se sentit un peu gênée. « Oh, madame la professeure, je ne sais pas faire de conférence. Je n'ai jamais parlé devant autant de monde. Mais vous savez raconter des histoires, et c'est ce que ces jeunes hommes et jeunes femmes ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de comprendre que la mécanique n'est pas seulement suivre un manuel d'usine, c'est comprendre des principes, c'est résoudre des problèmes, c'est créer des solutions, c'est exactement ce que vous faites. » Clara accepta, un peu hésitante, mais lorsqu'elle donna la conférence à l'école, apportant les photos qu'elle avait prises, les dessins qu'elle avait faits, les manuels artisanaux qu'elle avait écrits, elle vit les yeux des élèves briller. Ils posaient des questions, voulaient en savoir plus, étaient impressionnés par chaque histoire. À la fin, une jeune fille d'environ 16 ans qui était restée au fond de la salle tout le temps, leva la main. « Mademoiselle, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Comment faire pour être comme vous, pour travailler avec la mécanique lourde ? Mon père dit que ce n'est pas un métier pour les femmes. » La salle resta silencieuse. Clara regarda la jeune fille, vit en elle le même doute qu'elle-même avait eu des années auparavant. « Écoute, je ne vais pas te mentir en disant que c'est facile. Il y a des gens qui douteront, il y a des gens qui feront des blagues, il y a des gens qui ne te prendront pas au sérieux au début, mais tu sais ce qui résout ça ? La compétence. Quand tu montres que tu sais ce que tu fais, quand tu résous un problème que personne d'autre n'a réussi à résoudre, alors peu importe si tu es un homme, une femme, jeune ou vieille, ce qui compte, c'est que tu sois bonne dans ce que tu fais. » La jeune fille sourit, et Clara vit là une étincelle, la même étincelle qui s'était allumée en elle quand son père expliquait comment fonctionnait un moteur. En sortant de l'école, Madame Hélène accompagna Clara jusqu'au parking. « Vous avez un don, vous savez, non seulement pour la mécanique, mais aussi pour enseigner. Je fais juste ce que je sais faire. » « Exactement,
et cela inspire. Avez-vous déjà pensé à faire quelque chose de plus grand, comme un cours, des ateliers, quelque chose pour transmettre cela? Clara n'y avait pas pensé, mais la graine était plantée. Des mois après la conférence à l'école technique, Clara était à l'atelier un matin de mars, lorsque Madame Hélène réapparut, mais cette fois elle n'était pas seule. Il y avait 4 autres personnes avec elle, 2 professeurs d'école technique de commune voisine, une ingénieure mécanique à la retraite de Volvo et le directeur du lycée professionnel régional. « Clara !» commença Hélène, avec ce sourire de quelqu'un qui a une idée en tête. « Nous sommes venus vous faire une proposition. » Ils s'assirent en cercle sur des tabourets et des caisses dans la zone couverte de l'atelier et Hélène expliqua. Depuis la conférence, elle avait commencé à discuter avec d'autres éducateurs de la région de l'importance de documenter et de préserver le savoir-faire technique des anciens mécaniciens autodidactes. Beaucoup de ces professionnels vieillissaient, mouraient et emportaient avec eux des décennies d'expérience pratique qui n'avaient jamais été enregistrées. Ce que nous voulons proposer, dit le directeur du lycée professionnel, c'est de créer un programme de documentation technique. Nous l'appelons la mémoire mécanique de la région. Vous en seriez la coordinatrice. Clara faillit tomber de son tabouret. Moi? Mais j'ai à peine terminé le lycée, je n'ai aucune formation pour coordonner un programme. L'ingénieure de Volvo, une dame aux cheveux blancs et au regard ferme, appelée Madame Renée Dubois, secoua la tête. La formation académique n'est pas tout, ma petite. Vous avez quelque chose de plus important. Vous savez regarder une machine et comprendre l'esprit de celui qui l'a modifiée. Cela ne s'enseigne pas à l'université. La proposition était simple, mais ambitieuse. Clara irait visiter d'anciens ateliers, discuter avec des mécaniciens vétérans, documenter des modifications et des solutions créatives qui existaient encore. Elle prendrait des photos, ferait des dessins techniques, écrirait des manuels, et tout ce matériel serait compilé dans un fichier numérique qui serait disponible dans les écoles techniques de la région. Et il y a plus, ajouta Madame Hélène. Nous voulons que vous animiez des ateliers pratiques pour enseigner aux élèves non seulement à réparer en suivant le manuel, mais à penser de manière créative, à enquêter sur les problèmes, à documenter les solutions. Clara resta silencieuse un long moment, regardant ses propres mains maculées de graisse, des mains qui avaient appris la mécanique par nécessité, par amour, par entêtement, et maintenant, ces mêmes mains pourraient transmettre cela. « J'accepte, dit-elle simplement, mais à une condition. Laquelle ? Je veux qu'une partie de ce programme soit spécifiquement destinée à encourager les jeunes filles à entrer dans ce domaine, comme des bourses d'études, du mentorat, ce genre de choses. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment la mécanique, mais qui n'osent pas se lancer parce qu'elles pensent que ce n'est pas un métier pour elles. » Les professeurs se regardèrent et sourirent. Nous nous attendions à ce que vous demandiez exactement ça. Dans les mois qui suivirent, Clara partagea son temps entre l'atelier et le travail de documentation. Elle visita 17 anciens ateliers dispersés dans la région. Elle parla avec des mécaniciens qui avaient commencé à travailler dans les années 60, 70, 80, des hommes aux mains calleuses et à la mémoire affûtée, qui s'émouvaient de voir quelqu'un de jeune, intéressé par leur savoir. Un de ces mécaniciens était M. Roger Petit de Saint-Claude, qui avait inventé un système de récupération de chaleur de l'échappement pour chauffer la cabine des camions sans dépenser de batterie. Il avait 83 ans et pensait qu'il mourrait sans jamais avoir enseigné cela à personne. Lorsque Clara passa un après-midi entier à documenter son système, mesurant les tuyauteries, dessinant des organigrammes, M. Roger pleura. « Mademoiselle, dit-il la voix tremblante, vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour moi. J'ai toujours eu peur que tout ce que j'ai appris dans ma vie meure avec moi. Maintenant, je sais que ce ne sera pas le cas. » Un autre était M. François Garnier de Salins-les-Bains, spécialiste de l'adaptation d'anciens moteurs diesel pour fonctionner au biodiesel avant que le biodiesel ne devienne à la mode.
Il avait des cahiers et des cahiers remplis de notes sur les mélanges, les températures, les réglages d'injection. Clara photographia tout, transcrivit tout, organisa tout dans un format que n'importe quel étudiant en mécanique pouvait comprendre. Et il y avait Madame Gisèle Perrin, l'une des très rares mécaniciennes femmes de la génération précédente qui travaillait avec des moteurs marins à Morez. Elle avait développé ses propres techniques pour diagnostiquer les problèmes de moteurs hors bord juste au son et avait construit des outils personnalisés pour des situations spécifiques. Clara passa 3 jours avec elle à apprendre, documenter, filmer des vidéos. « Vous me rappelez moi quand j'étais jeune », dit Madame Gisèle le dernier jour, « cette envie de tout comprendre, de ne pas abandonner avant de trouver la réponse. Ne perdez jamais ça, vous entendez? Le monde a besoin de gens comme ça. » Tout ce matériel fut compilé dans une archive numérique qui grandissait semaine après semaine. Dessins techniques scannés, photographies haute résolution, vidéos explicatives, manuels écrits dans un langage clair et accessible. Madame Hélène coordonnait la partie pédagogique, transformant le matériel brut en contenu didactique, et alors commencèrent les ateliers. Le premier eut lieu un vendredi après-midi au lycée professionnel de Pontarlier. Clara apporta des composants réels. Une boîte de vitesse démontée, un ensemble d'engrenages planétaires, des outils personnalisés. Elle ne fit pas de cours magistral de style traditionnel. Au lieu de cela, elle présenta des problèmes réels et défia les élèves à réfléchir à des solutions. « Regardez ici », dit-elle en montrant des photos du système de réduction du Mercedes de Bernard. Imaginez que vous êtes un mécanicien dans les années 90, travaillant dans le transport de bois en région montagneuse. Votre camion n'a pas assez de puissance dans les montées. Vous n'avez pas d'argent pour acheter un nouveau camion. Vous n'avez pas accès à des pièces importées. Que faites-vous? Les élèves commencèrent à réfléchir, à discuter, à griffonner des idées. Certains s'approchèrent de la solution de Bernard, d'autres proposèrent des voies différentes, mais tout aussi valables. Et c'était exactement le point que Clara voulait soulever. Il n'y a pas une seule bonne réponse en mécanique créative. Parmi les élèves se trouvait Sophie Lefebvre, cette jeune fille tranquille qui avait posé la question sur la façon de travailler avec la mécanique lourde. Elle s'était inscrite au cours technique, allant à l'encontre de la volonté de son père, et faisait maintenant partie des meilleurs de la classe. Pendant l'atelier, elle présenta une solution ingénieuse, utilisant des principes de multiplication de couples qui impressionna même Madame René. « Cette jeune fille a de l'avenir », commenta René à Clara. « Avez-vous pensé à la prendre comme apprentie ?» Clara y avait pensé. Et 2 semaines plus tard, Sophie commença à travailler à l'atelier les week-ends et les jours fériés, apprenant dans la pratique tout ce que les livres n'enseignaient pas. De la même manière que Clara avait appris avec son père. Le programme Mémoire mécanique fut reconnu. Un journal régional fit un grand article sur le travail de préservation du savoir-faire technique. Une chaîne de télévision de Lyon envoya une équipe faire un reportage sur Clara et les anciens mécaniciens qui étaient documentés. Et le plus important, d'autres régions de Franche-Comté commencèrent à demander de l'aide pour créer des programmes similaires. Un samedi d'août, exactement 1 an après avoir restauré le Mercedes de Bernard, Clara était à l'atelier lorsqu'elle reçut une visite inattendue. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris attachés en chignon, conduisant un Toyota Hilux blanc. « Vous êtes Clara ?»« Oui, c'est moi, madame. » La femme descendit de la camionnette et se présenta comme Monique Leroy, la veuve de Bernard. Elle avait entendu parler du travail que Clara avait fait sur le camion de son mari, avait vu les photos du manuel artisanal qu'elle avait créé et voulait la remercier personnellement. « Mon mari était un homme brillant, » dit Monique les yeux embués, « mais il était trop humble. Il n'a jamais voulu de reconnaissance, jamais voulu de célébrité. Il voulait juste résoudre des problèmes et aider les gens. Quand il est mort, j'ai eu peur que tout ce qu'il avait fait soit oublié. » Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe jaunie. Ce sont ses carnets, ses projets, ses dessins,
Les notes qu'il prenait tard, le soir, quand il avait une idée. J'ai tout gardé toutes ces années sans savoir quoi en faire. Maintenant, je sais. Elle tendit l'enveloppe à Clara. Je veux que vous utilisiez cela dans le programme de documentation. Je veux que le savoir de Bernard continue de vivre, continue d'aider les gens. Clara ouvrit l'enveloppe avec un soin révérend. À l'intérieur, il y avait 5 carnets à couverture noire, remplis de dessins techniques détaillés, de calculs, de schémas de modification que Bernard avait faits au fil des décennies. C'était un trésor technique inestimable. « Madame Monique, dit-elle, la voix étranglée, cela va aider à enseigner à des centaines de futurs mécaniciens. Vous pouvez être sûre que j'en prendrai soin comme de l'or. » Monique sourit à travers ses larmes. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie simple mais émouvante, dans la cour du lycée professionnel régional, fut inauguré le centre de référence en mécanique adaptative Bernard Leroy, un espace équipé d'outils, d'établis et d'une bibliothèque technique qui incluait tout le matériel documenté par Clara et les professeurs, y compris les carnets originaux de Bernard, scannés et conservés. Mais le plus important était le programme de bourse complète pour les jeunes femmes intéressées par la mécanique lourde. 12 places par an, tout payé, cours, matériel, outils, même l'uniforme. La première promotion comptait des jeunes femmes de Pontarlier, Saint-Claude, Salins-les-Bains, Morez. Parmi elles se trouvait Sophie, maintenant âgée de 18 ans et travaillant déjà officiellement comme assistante de Clara. Le jour de l'inauguration, on demanda à Clara de dire quelques mots. Elle monta sur la petite estrade installée dans la cour, regarda la foule d'élèves, de professeurs, de mécaniciens vétérans, de familles, et sentit son cœur se serrer. « Je ne suis pas douée pour les discours », commença-t-elle, et tout le monde rit. « Mais je veux dire quelque chose d'important. Quand on travaille avec des machines, on apprend que le savoir ne peut pas mourir. Une solution intelligente, une modification créative, une technique efficace, tout cela doit être transmis. » Elle désigna les mécaniciens vétérans qui étaient au premier rang. Ces messieurs et mesdames ici ont dédié leur vie à résoudre des problèmes. Ce sont des ingénieurs sans diplôme, des inventeurs sans brevet, des professeurs sans salle de classe. Et maintenant, grâce à ce centre, leur savoir ne mourra pas. Il continuera de vivre. Il continuera d'enseigner, il continuera de faire la différence. Elle regarda spécifiquement les jeunes femmes de la première promotion de boursières. Et à vous, les filles, je veux dire, ne laissez personne vous dire que la mécanique n'est pas un endroit pour les femmes. La place d'une femme est là où elle veut être. Si vous aimez les moteurs, si vous aimez résoudre des problèmes, si vous aimez mettre la main à la pâte, alors votre place est ici et nous serons là pour vous soutenir, pour vous enseigner, pour vous garantir toutes les opportunités que vous méritez. Ah, l'applaudissement fut long et chaleureux, et quand Clara descendit de l'estrade, Sophie accourut et l'embrassa fort. « Merci, » murmura la jeune fille, « pour tout. » Clara sourit, ce sourire de celle qui sait qu'elle a choisi le bon chemin. « Pas besoin de remercier, contente-toi de transmettre quand ce sera ton tour d'enseigner. » Et c'est exactement ce qui se passa des années plus tard. Quand Clara regardait en arrière, elle ne voyait pas seulement des machines restaurées ou des systèmes documentés. Elle voyait des vies transformées, elle voyait des jeunes filles qui étaient devenues mécaniciennes, ingénieurs, professeurs. Elle voyait le savoir d'hommes comme Bernard étant préservé et honoré. Elle voyait une communauté entière qui avait appris à valoriser l'intelligence pratique, la créativité technique, l'ingéniosité qui naît de la nécessité. Le Mercedes-Benz L620 continuait de travailler, montant et descendant les pentes du Haut-Jura, transportant du bois, utilisant ce système de réduction génial que Bernard avait inventé. Mais maintenant, ce n'était plus seulement un camion, c'était un symbole. Un rappel que parfois les solutions les plus brillantes naissent non pas de laboratoires sophistiqués, mais d'ateliers modestes, où des mécaniciens dévoués regardent un problème et refusent d'abandonner avant de trouver la réponse.
Et Clara, cette jeune femme aux cheveux blonds en bataille et au t-shirt rose délavé, avait appris la plus grande leçon de toutes. Le savoir qui n'est pas partagé meurt, mais le savoir qui est transmis, documenté, enseigné, célébré, ce savoir vit pour toujours et continue de faire rugir les moteurs, de faire travailler les machines et de transformer les rêves en réalité.